Très bien. Alors, je vais mettre en partage une feuille de source. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça là-haut. Ça, je peux... Voilà. Voilà. OK. Est-ce que le texte est assez Ouais, visible? il est lisible. Tout à fait D'accord, lisible. très bien. OK. Donc, bonjour à tous. On continue dans notre étude sur les débats halachiques contemporains. Et aujourd'hui, on va donc traiter du droit de grève dans la halakha. Et quelque part, c'est un sujet qui est important parce que bien qu'il ait été traité dans les textes halachiques et talmudiques depuis bien longtemps déjà, mais la constellation des relations entre employeurs et employés a changé. Et donc, les sages de la halakha à l'époque contemporaine eh bien, ont dû composer avec ces changements. Et c'est important donc pour nous d'évaluer la façon dont les principes talmudiques et halachiques premiers ont été réévalués à l'époque contemporaine. Et encore une fois, vérifier si cette évaluation a été faite je dirais, en accord avec la réalité des choses et la réalité juridique. Alors moi, je ne suis pas juriste, donc je ne peux pas me prononcer sur la façon dont aujourd'hui, dans le monde du droit, on comprend la chose, mais je pense qu'on a tous des petites connaissances sur ces sujets-là. Et donc, je vais enlever mon WhatsApp. Et donc, je pense qu'on aura quand même assez d'éléments pour répondre à la question. Alors, le droit de grève. Le droit de grève met en place en fait le statut du rabbin, non pas uniquement comme une personne qui s'occupe de rituels et de cultuels, mais comme quelqu'un qui devient tout d'un coup un activiste social. Et en fait, la question de savoir si le rabbin a une vocation à être activiste social, s'il a une parole sensée sur les problèmes de société, essentiellement donc, dans tout ce qui concerne la partie qu'on appelle dans la halakha choshel mishpat, donc les dommages entre les personnes, et eh bien c'est une question très importante parce qu'aujourd'hui, très souvent, eh bien, les rabbins, soit d'une façon volontaire, soit d'une façon involontaire, ont peu de paroles sur les questions sociales. Alors, volontaire parce que certaines fois, ils n'ont pas soit les compétences, soit parce que l'institution juridique en France ou en Israël eh bien, traite déjà ces questions et ne leur laisse pas la place pour se prononcer, soit involontaire parce qu'on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas ces sujets-là, ou parce que tout simplement, les protagonistes, quand ils sont face à un problème social, eh bien, n'imaginent même pas aller voir un rabbin, mais vont directement aller au prud'homme ou vont aller donc aux institutions qui gèrent les conflits entre le travailleur et l'employeur. Alors, ce qui est très intéressant dans ce sujet de grève, droit de grève, c'est bien évidemment l'atout, je dirais la touche supplémentaire que vont amener les rabbins sur cette question. Parce qu'au fond, si on posait la question, je dirais, juridique, une personne a-t-elle le droit de rentrer en grève à titre individuel? Ou alors une institution, un syndicat, a-t-il le droit de mener un combat pour, je dirais, augmenter le salaire, pour avoir de meilleures conditions de travail? Eh bien, aujourd'hui, on ne comprendrait même pas la question. On est très bien, on est conscient qu'il y a un besoin d'avoir une relation quasi symétrique avec l'employeur et que s'il y a la sensation qu'on est lésé, soit par rapport au salaire, soit par rapport aux conditions de travail, eh bien, il y a une nécessité de mener une action qui va améliorer ces conditions. Donc, qu'est-ce que la halakha va nous donner en plus pour comprendre cette question et est-ce qu'elle va nous donner des outils supplémentaires, des concepts supplémentaires qui pourront justement nous aider à gérer différemment la chose en tant que juifs et qui étudions la tradition. Alors tout d'abord, j'aimerais rentrer dans le sujet par une petite analyse très simple. Lorsque j'accepte un travail, et puis donc j'arrive à un accord avec mon employeur, que je signe un contrat ou pas, il y a une différence essentielle. Si évidemment j'ai signé ou pas signé. Mais disons que dans le monde ancien, on ne signait pas de contrat. On avait une parole et puis on devait tenir la parole qui avait été donnée.
En tout cas, dès lors que je vais accepter un travail et que j'accepte les conditions de travail, eh bien, a priori, je suis donc dans une situation qui me force à remplir mon obligation. C'est-à-dire que je n'ai pas à me rétracter, je n'ai pas à annuler les conditions qui m'ont été données et que j'ai acceptées, et je n'ai pas non plus à poser une menace sur l'application du travail. Supposons que je sois dans le bâtiment, et puis évidemment, j'ai un camion de béton qui vient pour couler du béton sur le toit de la maison. Eh bien, ça serait extrêmement malhonnête de la part du travailleur de prendre à ce moment-là la personne qui l'a commandé et de lui dire si tu ne m'augmentes pas mon salaire maintenant, je m'en vais et je ne fais pas le travail. Et on sait très bien que les menaces, parce que ce sont vraiment des menaces de grève, eh bien, ne sont pas, je dirais, le fruit du hasard. Elles sont toujours organisées, calculées au moment où ça risque de poser un plus grand problème. Les profs vont menacer de grève en début d'année, les aéroports et les compagnies aériennes vont également choisir les mois d'été où il y a un grand trafic pour demander à voir plus et de changer leurs conditions salariales. Et donc en vérité, lorsqu'il y a, je dirais, des revendications, qu'elles soient donc salariales d'une façon générale ou de conditions de travail, eh bien ces revendications posent problème pour plusieurs raisons. D'abord, comme on l'a dit auparavant, il y a eu une acceptation des conditions, et à moins qu'il y ait eu vraiment je dirais, une dégradation des conditions de la part de l'employeur sans prendre accord avec les travailleurs, je n'ai pas le droit d'aller contre ma parole et contre mon engagement. D'autant plus que lorsque je vais entamer une grève, eh bien, ce n'est pas uniquement quelque chose qui va impliquer uniquement mon travail face aux travailleurs, souvent, mais c'est également un acte social qui va prendre en otage eh bien, des personnes qui, au fond, ne sont pas du tout partie prenante du combat. Si on parle, par exemple, de nos compagnies aériennes, eh bien, lorsqu'il y a une grève de la part des compagnies aériennes, les otages, au fond, ce sont les voyageurs. Les voyageurs, eux, n'ont rien demandé, et je dirais même plus que cela, les personnes qui sont prises en otage malgré eux, très souvent, eh bien, voient d'un très mauvais œil cette prise d'otage. On parle d'enfants et de profs. Eh bien, pourquoi un prof eh bien, prendra en otage des enfants pour demander des meilleures conditions salariales? Vous voyez, il y a quelque chose qui relève d'une action qui n'est pas très, très honnête, je crois, dans la demande d'augmentation ou de changement de conditions salariales. Et quelque part, cette prise d'otage, eh bien, elle doit être réfléchie. Évidemment, on parle dans un cas où l'employeur n'est pas un arnaqueur. Si l'employeur est un arnaqueur, s'il ne paye pas ou ne paye pas à son temps, s'il introduit des astérix dans les contrats de travail, et puis alors il n'y a pas de débat réel avec les employés, non, ça c'est une autre constellation. Mais disons qu'un cas classique de grève, eh bien, c'est un cas donc, qui, comme je l'ai dit, je dirais, met en doute la parole future de l'employé, parce qu'au fond, aujourd'hui, il me demande encore plus, après-demain, il va encore me demander encore plus, mais où est la limite de ces revendications? Et puis, qui va fixer qu'est-ce qui est considéré comme une revendication, je dirais, légitime, d'une revendication non légitime? Qui va pouvoir dire qu'au fond, les profs ne sont pas assez bien payés, les compagnies aériennes sont en perte, et puis qui va dire que c'est la faute, au fond, du public, qui va ensuite devoir porter la charge de cette amélioration salariale et des conditions de travail. Donc ça, c'est uniquement pour poser le problème. J'avoue avoir posé le problème en mettant, je dirais, à charge les personnes qui vont sortir en grève, à titre individuel ou alors à titre, je dirais, d'organisation syndicale qui vont mener le combat du travailleur. En tout cas, premier point et premier principe qu'il faut poser, c'est que lorsqu'il y a eu parole donnée, je m'engage à travailler, eh bien, je n'ai pas le droit d'aller contre cette parole. Je n'ai pas le droit de m'engager et puis ensuite, donc, après quelques jours, quelques mois, eh bien, d'aller contre cette parole. Si j'ai dit que je vais travailler un jour, eh bien, je dois faire ce travail, quoi qu'il en soit. Je dois remplir mon obligation et ma promesse. Ça, c'est le premier point. Mais d'autre part, et ça, c'est le deuxième point qu'on rencontre dans la halakha, d'autre part, aucun employeur n'a le droit de m'imposer un travail qui, je dirais, m'aliène,
et me met en condition d'aliénation, c'est-à-dire que je vais devoir remplir mon obligation alors que je ne le veux pas. Vous voyez, donc il y a déjà d'emblée une situation extrêmement dilemmatique. D'une part, l'obligation de remplir sa parole, et d'autre part, l'interdiction absolue pour une personne, donc un employé, de forcer son employé à travailler. Et donc, évidemment, la question de la grève et du droit de grève va s'introduire entre ces deux concepts. Et dans ce dilemme, on va voir à quel moment certains rabbins vont préférer la voix de l'employé et d'autres fois vont préférer la voix de l'employeur. Et on va également, évidemment, analyser les cas où, comme je l'ai dit, le public est pris en otage. Alors, on va avoir une étude aujourd'hui qui est, je dirais, assez fournie en texte. Je ne vais pas, évidemment, tout lire et tout traduire, parce qu'on en aurait pour trop longtemps, mais j'ai choisi d'amener donc quelques textes talmudiques du Shulchan Aruch et ensuite des responsables contemporains pour plus ou moins voir qu'est-ce qui a été, je dirais, introduit dans la halakha. Alors, dans la partie Rochen Mishpat, donc la partie qui traite des relations entre les hommes, quoi, au niveau de dégâts, des dommages, eh bien, on a dans la halakha les fameux ilchot poalim usruyotehem, les droits des travailleurs, les lois des travailleurs et de leurs droits. On parle déjà dans le monde du Talmud donc de droits qui donc sont ceux des travailleurs. Alors lisons un ou deux textes du Shulchan Aruch. Donc Rabbi Yosef Karo, 15e siècle, Itri la poète bemlacha. Le travailleur a commencé à travailler. Il a donc commencé donc à mettre en place le travail qui lui a été incombé. Un jour, 2 jours, un mois. Et puis alors, au milieu de la journée, et au milieu de la journée, il dit, tout compte fait, je ne suis plus intéressé à continuer. Je veux arrêter. Que nous dit la halakha? Alors, vous avez en tête le dilemme que j'ai posé, mais que nous dit donc Rabbi Yosef Karo dans le Shulchan Aruch? Eh bien, Choser. C'est-à-dire, eh bien, il a le droit, véritablement, d'arrêter son travail. Plus que ça, même s'il a déjà reçu son salaire, il n'a pas de quoi rembourser. Supposez que quelqu'un a déjà reçu donc son salaire pour le mois et au milieu du mois, il veut arrêter son travail. Eh bien, un, il a le droit d'arrêter de travailler. Et deux, même s'il n'a pas immédiatement l'argent pour rembourser à l'employeur, eh bien, Yachol Larzorbo, Ve'amaot Chovalav. Il peut, comme on l'a dit, donc, se rétracter et il va devoir évidemment rembourser, même si ce n'est pas immédiatement, il va devoir rembourser, bien évidemment, ce qu'il a reçu comme argent. Quelle est la source à cette idée-là? Eh bien, c'est le verset de la Torah que je vous ai auparavant dit sans le citer, chez Nehemar, comme il est dit, Kilibni Israël Avadim, un verset dans Vaïkra, parce que donc, Dieu dit, les enfants d'Israël sont pour moi mes serviteurs, et la Gemara va apprendre de ce verset-là, donc Avadim, Velo Avadim la Avadim, et ils ne sont pas des serviteurs des serviteurs. Vous voyez, donc on a ici en fait un mouvement qui est un mouvement, je dirais, de liberté absolue. Le principe de liberté est absolu, et dès lors que quelqu'un se sent contraint d'opérer un travail qu'il ne veut pas effectuer, pour différentes raisons, eh bien, la Torah dit, le principe de liberté prône. Il ne peut pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à ce moment-là, on rentrerait dans une logique qui n'est plus celle du travailleur-employé, mais on rentrerait dans une logique qui est celle du Eved, de l'esclave, du Eved ivri essentiellement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même en termes de halakha, je peux, par exemple, signer un contrat d'1 an, de 2 ans, 3 ans, mais pas plus que 6 ans. Parce qu'à ce moment-là, plus que 6 ans, eh bien, c'est un statut qui est celui du Eved ivri. Je ne peux pas m'engager à un contrat qui est plus que cela. Ça pose évidemment une question très intéressante concernant le CDI. Par exemple, dès lors qu'il y a un contrat à durée indéterminée, eh bien, quel est le statut halachique de ce contrat? Alors, ça c'est donc le premier mot du Shulchan Aruch, donc concernant le Ilchot Poalim. Évidemment, je vais sauter quelques passages. Dans quel cas il faut appliquer cette halakha? Bamet Dvarim Amurim, en 3 lettres. Bamet Dvarim Amurim, dans quel cas parle-t-on? Bedavar She'eno Avud. Lorsque le travail, eh bien, n'est pas un travail qui va être, je dirais, perdu. Hein, comme l'exemple que je donnais auparavant, j'ai un camion de béton qui vient couler du béton sur ma maison. Si le gars immédiatement refuse de travailler,
et il s'en va, et ben moi, mon travail, le béton, ma maison, tout a été compromis dans l'évolution du travail. Et donc, à ce moment-là, dans un tel cas, le gars ne pourrait pas partir. Parce que, évidemment, vous comprenez, donc si c'est quelque chose qui ne compromet pas ma société, ou alors le travail que j'ai payé, que j'ai commandé, eh bien, la personne peut partir. Ava al-Badavar à Avoud, mais si c'est quelque chose qui va compromettre ma société, mon travail, l'évolution de ce que j'ai commandé, alors à ce moment-là, d'accord, Eno Yachol Larzobo, il ne peut pas se rétracter. D'accord, et ça, c'est très intéressant. Regardez ce que nous disent. C'est quoi ces conditions? Qu'est-ce qui est appelé d'avara avoud? Alors, on a le travail lui-même, d'accord? Et on a également, donc, si la personne, par exemple, évidemment, a eu un honnête, c'est-à-dire est en cas de force majeure. Et dans ce texte-là, c'est quoi force majeure? Par exemple, il est tombé malade, d'accord, évidemment, donc il a l'impossibilité de compléter le travail, ou au ishto, ou banav, ou alors lui est tombé malade, ou alors sa femme ou ses enfants, au shishama, shemet lomet, ou alors il a reçu donc une nouvelle donc lui disant que quelqu'un de sa famille est décédé. Donc vous voyez que déjà, dans la possibilité d'arrêter le travail, et évidemment, dans ce texte-là, on parle d'arrêt de travail, on ne parle pas de grève, et encore moins de grève dans le sens contemporain de la grève. Mais en tout cas, les principes sont là. Évidemment, dans un tel cas, le gars partira, et s'il part et qu'il laisse tout en plan, comme on dit, eh bien, il va devoir rembourser le propriétaire, les matériaux, il va devoir bien évidemment porter sur lui tout ce qui concerne les indemnités d'un travail qui n'a pas été effectué et pourtant qui a été payé. Alors ça, c'est donc, vous voyez, le premier texte qu'on a vu dans la halakha. On a plus ou moins donc déjà des éléments de réponse par rapport au statut d'une personne qui ne peut plus travailler. Donc, pour prendre ça dans le cas de la grève contemporaine, donc un travailleur qui dirait les conditions salariales qu'on m'a offertes, au fond, eh bien, ne sont pas les meilleures. Et je me suis rendu compte, après avoir regardé à droite à gauche, qu'en fait, je me suis fait un petit peu rouler. Ou alors, je n'ai pas assez pour vivre. Mon travail me prend bien plus de temps que ce que je l'imaginais. Eh bien, à ce moment-là, dans un tel cas, la personne peut arrêter de travailler, pourrait donc rompre un contrat. D'accord? Mais aujourd'hui, le contrat, évidemment, a un statut juridique qui fait que rompre un contrat avec un tel argument pose problème. C'est pour ça qu'on fait appel donc à des syndicats qui vont donc, je dirais, plus largement considérer je dirais, le statut du contrat du même. Est-ce que dans le contrat du même, il n'y a pas eu des éléments qui sont des éléments de ce qu'on appellerait peut-être de mécartaout, c'est-à-dire de fausses donnes. Alors, un des rabbins qui a le premier, à l'époque contemporaine, travaillé cette question, eh bien, c'est le Rav Uziel. Le Rav Uziel, c'était un des grands rabbins d'Israël, le Rav Ben-Zion Meir Uziel, grand rabbin séfarade d'Israël, dans les années 50-60 et 50. Et ce rabbin, eh bien, a écrit des textes, d'abord, d'une façon générale, très, très intéressantes. Un rabbin donc, qui a vécu également à Salonique, qui est ensuite à Jérusalem. Un de ces rabbins donc, qui ont vu l'émergence de l'État d'Israël et puis qui étaient, au-delà de leur enthousiasme pour le sionisme, des rabbins qui ont vraiment compris les enjeux de la modernité. Pour vous donner vraiment quelques exemples, c'est un de ces rabbins qui, par exemple, avait permis l'électricité, le premier à Yom Tov. On savait déjà dans la halakha bien avant, mais lui, c'était un de ces rabbins qui, pour lui, c'était évident. Il avait également permis de monter dans un métro, par exemple, un tramway, le jour du Shabbat, pour aller donc à la synagogue. Vous voyez, donc c'était des rabbins qui n'étaient pas dans une démarche d'apologie du judaïsme, où il fallait dire que le judaïsme le plus rigoureux était le meilleur, mais des personnes qui considéraient que ce qu'on appelle dans la halakha le ikaradin, c'est-à-dire la loi, d'accord, c'est ce qu'il faut connaître avant tout et c'est ce qu'il faut enseigner. Il ne faut pas inventer des choses, il ne faut pas rajouter des khumrot, il faut enseigner la loi, même si on a l'impression que l'enseignement de la loi pourrait amener à ce qu'on appelle la fameuse pente glissante. Ah, mais si on enseigne A, eh bien le monde, la populace, eh bien va raisonner d'une façon qui n'est pas halachique, qui va se permettre d'autres choses, mais ce n'est pas grave, il faut avoir confiance dans le peuple, et quelqu'un qui veut au fond faire quelque chose d'interdit le fera, même si le rabbin ne le dit pas, et donc il faut se limiter au Ikar Adin. Et donc lui, il a un texte que j'amène 2 fois dans notre feuille aujourd'hui d'études, donc dans ses responsables, Mishpete Uziel, eh bien il va nous parler avant tout, non pas de la grève, mais de l'esprit de la grève. La grève est-elle dans l'esprit de la Torah? Et il nous dit la chose suivante, la Nudati, selon moi, j'ai l'impression que la grève est interdite, elle n'est pas permise. Veloretsuya, elle n'est pas non plus souhaitable, ni pour l'employé, ni pour l'employeur.
Alors pourquoi pour l'employé, Mishum Shekol Yom Shvita Mimlechet Avodat Yetzira, ou Yom Iboud Bachaim B'Torat Israël Tifta Al Chiyuv Avoda. Parce que chaque jour où on ne travaille pas, eh bien c'est quelque part un jour perdu. Mais pas perdu dans le sens de manque de gain, ou alors de ne pas faire l'action que l'employeur me demande de faire. Mais c'est un jour, et là il rentre sur un terrain métaphysique, parce qu'on a l'obligation de travailler, non pas uniquement pour se nourrir, mais parce qu'il y a ici une condition métaphysique de l'homme dans ce monde qui doit travailler. Il a été créé pour faire ce qu'on appelle Melechet Avoda et Avodat Yetzira, pour créer dans ce monde. D'accord ? Et donc c'est un jour qui n'est pas un jour de travail, c'est un jour qui est perdu, alors que la Torah elle-même a donc instituer l'obligation du travail. En disant également, chez Shetiamim Ta'avod, tu travailleras pendant 6 jours, et le Shabbat, tu arrêteras de travailler. D'accord ? Donc il nous dit, de la même façon que le travail, ce n'est pas uniquement, je dirais, du pragmatisme, mais c'est une obligation, je dirais, au moins dans l'esprit de la Torah, même peut-être plus même. D'accord ? Il ramène un texte très intéressant, Keshem chez Brit la Torah, car Brit la Melacha. D'accord ? De la même façon qu'il y a une alliance avec la Torah, il y a également une alliance avec le travail. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler les 6 jours, les 6 jours de Chol. Une petite anecdote uniquement pour un petit peu essayer de comprendre cet argument. J'ai des amis en France qui ne cherchent pas à être spécialement connus et qui habitent dans un bled en Auvergne et qui ne sont pas juifs, mais qui ont on va dire, un kibbutz, pour dire très simplement, qui vivent dans un kibbutz depuis 70 ans et qui ont fondé ce kibbutz il y a très longtemps sous l'égide de Mépalière, du rabbin Ben Amozeg. C'est un kibbutz qui existe encore aujourd'hui en France, mais très peu de personnes le connaissent. Moi, j'ai eu la chance d'être là-bas plusieurs fois, pas mal de jours même, de vivre avec eux. Et alors, quand à l'époque j'habitais au kibbutz, on avait des conversations. Et alors un jour, ils me téléphonent, ils me disent « Michael, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au kibbutz à Sde Eliaou ?» Alors je leur dis écoutez, en ce moment, les membres se réunissent pour discuter de la possibilité d'augmenter le nombre d'heures de travail par jour afin de pouvoir être libre le vendredi, de ne pas travailler le vendredi. Donc, on travaillera 9 heures par jour et comme ça, on aura le vendredi de libre. Alors, ils me disent, mais c'est pas possible. Alors, moi, j'ai entendu la question pas possible comme une question extrêmement mathématique. Je leur ai dit, mais si, c'est possible. Il suffit de rajouter 1 heure par jour et puis de cette façon-là, on a le vendredi qui va être libre. Et puis, ils continuent, ils me disent, mais non, c'est pas possible. C'est marqué dans la Torah, c'est Shetiamim Ta'avod. Il faut travailler pendant 6 jours. Et donc, il n'y a aucune possibilité réelle de chômer le vendredi. On ne connaît pas dans le monde de la Torah un jour de vacances, un jour où on va chômer. Vous voyez, donc c'est intéressant que même aujourd'hui, des puristes du texte, eh bien, pourraient quand même continuer dans cette voie. Donc, on l'a vu. Donc, pour l'employé, quelque part, ne pas travailler, c'est donc, je dirais, aller à l'opposé de l'esprit de la Torah. Mais pour l'employeur, pourquoi ce n'est pas également souhaitable ? Eh bien, parce que les fiches Kol Avodat Binyan ou Ta'asiya, que tout travail de bâtiment ou industriel, Ve'en Tzarich Lomar Netia, ou alors même un travail agricole, eh bien, qui n'a pas été, je dirais, fini en son temps, eh bien, c'est quelque chose qui va être perdu. D'accord ? Et il va y avoir à cela des dommages et des dégâts. Et donc, quelque part, personne ne veut la grève. D'accord ? Personne n'a intérêt à faire la grève. Donc, ça, c'est dans, je dirais, ce texte du Rav Uziel qui, en introduction, me paraît être un texte un peu utopique, disons-le, qui en effet, certaines fois, va sur des élans métaphysiques, mais des fois, les élans métaphysiques ne répondent pas à des questions réelles. Alors, le texte essentiel dans le Talmud qui nous parle donc d'une base, d'une possibilité de grève et de la façon dont elle se met en place dans la société est un texte intéressant qui apparaît dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, à la page 9a. Et ce qui est très intéressant là-bas, vous allez voir, c'est à mon avis un des apports, en tout cas, si ce n'est pas un apport, c'est en tout cas une contribution originale du Talmud à la question de la grève, eh bien, c'est justement qui va rendre cette grève légitime. Il faut bien avoir une institution qui va dire ce combat est légitime alors que celui-ci ne l'est pas. Alors, regardons ensemble le texte du Talmud, un texte très intéressant. Aneu be tre tafre. On a un cas avec 2 shochatim. Et puis, alors, il y a évidemment du travail pour tout le monde, mais les shochatim sont bien conscients que si un travaille beaucoup plus que les autres, eh bien les autres auront moins de travail. Et donc il y a un accord qui se met en place entre les travailleurs, entre les shochatim. Et alors ils se disent, écoute, quand moi je travaille, tu ne travailles pas. Chacun son jour de travail. Et donc ils sont mis en place et ils ont dit, on va faire un accord entre nous. Lorsque moi je travaille le dimanche, toi tu ne bosses pas,
tu travailleras le lundi, l'autre travaillera le mardi, et ainsi on va en fait dire équilibrer la force de travail afin que chacun ait sa part dans le gâteau. Alors ils ont dit entre eux, toute personne qui travaille le jour où c'est pas son tour de travailler, eh bien on va prendre l'animal qui a été abattu et on va donc lui déchirer donc sa peau. Enfin, on va le rendre donc inapte à la consommation. Donc quelque part, ça serait une sorte de punition. Et alors Azal Chad Minayou, alors un d'entre eux, donc qui était dans le contrat, est parti. Avad Beoma de Chavre, il a travaillé un des jours qui était celui de son camarade. Et donc ils ont appliqué la sentence qui avait été celle qui avait été décidée. Et alors, à tous les camés des Rava, ils sont partis voir le rabbin, ou la Mora, 3e siècle, Rava. Ils sont partis le voir. En gros, voilà, on a fait un accord entre nous. Et puis, quelque part, il y en a un qui a passé outre l'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Rava, d'une façon surprenante, Riavnu, Rava, les Shlomé. Il les a obligés à payer un dommage et intérêt à la personne qui avait pourtant, qui avait donc annulé le contrat qui avait été fait entre eux. L'accord plutôt. Alors, évidemment, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait qu'on a un rabbin dont la réponse ne nous plaît pas? Eh bien, évidemment, on va voir un autre rabbin. C'est comme ça que ça marche. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon rabbin. Alors, alors, ce qui s'est passé, c'est que là, donc, Etive Rav Yemar, Bar Shlamaya, les Rava. Un autre rabbin est parti voir Rava. Il lui a dit, mais dis donc, mon ami Rava, comment as-tu donc pu prendre une telle décision? On sait très bien que dans le cadre de différents corps d'emploi, corps de travail, les personnes ont le droit de faire un accord entre eux. Hein, comme c'est marqué dans le Talmud, la Siya al-Kitsatam, ils ont le droit de faire un accord entre eux. Et Rava, Lo Ahadar le Rava, Rava ne lui a pas répondu. Continuons, et donc plus tard, on a Rav Papa qui vient et qui va donc poser un regard sur cet événement. Il va Amar Rav Papa, il va dire Shapir Rava de Lo Ahadar le Mideh, il a bien fait Rava de ne pas répondre à cette question-là. D'accord? Il a bien fait de ne pas répondre. Parce que, il faut faire une différence entre deux constellations lorsqu'il y a une personne importante, d'accord, et aval echadeika adam chashuv lav keminayu dematnu. Mais lorsqu'il y a une personne importante, l'accord est en règle. Donc de quoi parle-t-on ici? Rav Papa va instituer un nouveau principe qui va être celui qu'on va retrouver tout au long de la halakha contemporaine, qui est le suivant. Afin de rendre légitime un accord qui a été passé entre différents corps de travaux et de rendre légitime donc, une telle action qui est de casser donc un accord, il faut aller voir une personne importante, Adam Chashuv. C'est qui Adam Chashuv? Adam Chashuv, c'est dans l'esprit du Talmud, dans la loi du Talmud, c'est un rabbin qui lui seul pourra poser un regard et dire cette revendication est légitime alors que celle-là ne l'est pas. Vous voyez donc que dans le monde du travail et de loi de travail, on a besoin, selon l'ordre talmudique, d'avoir un médiateur qui soit un médiateur rabbinique. D'accord? Lorsqu'il y a un médiateur rabbinique, il faut aller le voir, évidemment. Lorsqu'il n'y a pas de médiateur, il n'y a pas d'obligation, mais la question est de savoir, on le verra plus tard, lorsqu'il n'y a pas de médiateur, quelqu'un peut-il prendre sa place? Mais en tout cas, selon ce texte-là, très simplement, et c'est quelque chose qui va être tranché à la halakha contemporaine par un rabbin qui est aujourd'hui très prolifique, le Rav Eliezer Melamed, qui a écrit une série de textes en halakha, Plinei halakha, qui est extrêmement intéressante, qui lui va dire, aujourd'hui encore, si quelqu'un veut rentrer en grève, si un syndicat veut mener un combat de grève, il faut nécessairement aller voir le rabbin. Il aurait été bien que le rabbin soit du grand rabbinat afin d'avoir une seule institution, mais s'il n'y a pas d'institution qui est acceptée par tous, il faut avoir l'autorisation d'un rabbin afin de légitimer la grève. Et ça, vous voyez, c'est très intéressant. Parce que dans le monde aujourd'hui, même religieux, lorsqu'on parle de contrat de travail et de conditions salariales, qui pense à aller voir le rabbin afin que celui-ci organise ou alors donne son apport ou pas à une grève possible. Vous savez, par exemple, on a des textes très intéressants. Je pense à un texte au Maroc, au XVIIIe siècle, qui avait été écrit par le Rav Raphaël Berdugo, qu'on appelait le Malach Raphaël. Et alors, il y a eu un cas qui s'était passé, je ne sais pas si c'était à Meknès, parce
qui était à Meknes, le rabbin Verdugo, où les enseignants ont décidé de se plaindre de leur salaire, qui était un salaire extrêmement petit, minime, et c'était donc ceux qui enseignaient la Torah aux enfants. Et ils sont partis voir la communauté, ils ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas vivre de ça, on n'a pas de possibilité de prendre un autre travail, il faut donc augmenter les conditions salariales. Et la communauté leur a dit, écoutez, allez vous faire voir, on n'a pas d'argent, si vous ne voulez pas travailler, partez, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et le rabbin Verdugo, écoutez bien, qui était le responsable en chef de la vie juive de l'époque à Meknes, a tout simplement arrêté tout ce qui se passait au niveau de la vie juive. Il a dit, c'est comme ça, tant que vous n'allez pas augmenter les salaires de ces personnes-là, de ces enseignants de Torah, j'arrête de faire fonctionner le tribunal rabbinique, les shochatim vont arrêter leur travail, il n'y aura plus de viande, il n'y aura plus non plus de mohalim. Et en fait, il a tout simplement tout arrêté. Il a fait une grève généralisée et lui considérait que la revendication des profs était assez importante. Il a donc tout annulé. Vous imaginez un petit peu aujourd'hui un rabbin qui prendrait la décision de tout annuler. Ça serait un peu fou. Mais en tout cas, pour vous montrer que dans l'esprit de la Torah, de ces textes-là, c'est le rabbin donc, qui, lui, doit être investi d'un regard social, socio-économique, et qui va donc rendre légitime ou pas la grève. Alors, aujourd'hui, où on n'a pas toujours des rabbins qui sont en présence ou alors qui sont compétents ou qui veulent se mêler de ça, alors le Rav Uziel continue son responsable et va nous parler donc du statut de ces syndicaux qui donc mènent le combat de la grève. Alors il nous dit, la Torah a donc reconnu une légitimité totale, à la fois juridique, aux organismes, donc aux syndicats, d'accord, même si certaines fois, ces syndicats ne vont pas arriver à mener le combat jusqu'au bout. Mais ça, c'est uniquement si on n'a pas d'Adam Chashuv. Le terme qui apparaît dans la halakha, c'est soit Adam Chashuv, soit Chever Ha'ir. D'accord. Si on n'a pas de Adam Chashuv, on n'a pas donc cette personne, ce rabbin, à ce moment-là, on n'a pas donc de manhig ou shofet akeila, on n'a pas de leader ou alors de juge de la communauté, mais c'est le rabbin généralement. Alors à ce moment-là, le syndicat peut prendre la place du rabbin, alors qu'il ne va pas nécessairement poser un regard rabbinique avec des règles halachiques. D'accord. On suppose que le rabbin, pourquoi le rabbin? Parce que lui, il a en tête la justice, la loi, l'équité, et qu'il est capable d'évaluer justement si une revendication est honnête ou alors elle est superflue. Donc, nous dit le Rav Uziel, si on n'a pas d'Adam Chashuv, alors à ce moment-là, on peut passer donc le sceptre à une autre institution. Aval Kesheyesh Adam Chashuv Ba'ir, Drusha Askamato et Takanot. Si on a un rabbin en ville, il faut nécessairement son accord afin de légitimer les revendications des employés, afin de leur conférer donc la Chukut Drusha, la dimension légale qui est demandée. Pourquoi? L'origine, donc le sens de ce din, où les fiches code virgule miktsoi et non objectivi. Parce que au fond, pourquoi en fait le syndicat ne suffit pas et qu'il faut donc même qu'on a un syndicat et si on a un rabbin, il faut aller voir le rabbin. Parce que nous dit le Rav Uziel, parce que toute organisation, je dirais professionnelle de ce type, ne peut pas être entièrement objective dans ses décisions, mais il est également donc je dirais, soumis à la subjectivité et à son statut. Et donc, certaines fois, pour avoir un statut plus important aux yeux des employés, certaines fois, va aller même contre le bien-être du balabait, contre le bien-être de l'employeur. Vous voyez, si on a un syndicat d'employés, on est prêt à tout faire, même si au fond, on va aller bien plus que ce qu'on aurait pu demander. On va donc, certaines fois, aller contre ce qui devrait être les droits de l'employeur. Vélood et lâcher Irgun Echad Yotir Irgun Sheni. Non seulement ça, mais une organisation va en créer une autre. On n'est plus dans une constellation où on a une seule organisation et là on crée une sorte de concurrence qui ne va pas après s'occuper que de ces histoires et donc on va avoir des confrontations entre ces organisations qui vont au fond je dirais amplifier les conflits entre les employés et les employeurs. Et donc, quelque part, on va avoir, au bout du compte, peut-être ce qui se passe aujourd'hui, une sorte de concurrence, d'accord, entre l'employé et l'employeur.
D'accord? On a le syndicat qui va travailler pour le droit des employés, l'employeur va être dans une situation toujours de méfiance, et on va quelque part casser peut-être ce qui aurait été dû être organique comme confiance entre l'employé et l'employeur. Alors, les taken zot, c'est la raison pour laquelle les chachamim, pour sûrement contrecarrer à cela, eh bien, vont demander de définir la légitimité et les conditions salariales, justement, eh bien, vont faire appel à une instance rabbinique, zot omeret, c'est-à-dire chadour beruach haTorah, quelqu'un qui est donc plein d'esprit de la Torah et de mishpat et donc de justice, de droit, et qui donc sera objectif et qui pourra donc juger avec, je dirais, apprécier la situation sans pour autant être engagé dans un combat qui est le combat, on va dire, essentiel donc, du syndicat. Vous voyez, donc ça, c'est la logique d'avoir recours au rabbin, au chacham, je dirais même pas au rabbin, au chacham, pour justement rendre légitime ou non les revendications. On suppose donc, vous voyez, c'est intéressant comme analyse, parce qu'au fond, on voit bien que ce n'est pas absurde, hein, que le syndicat dont le travail est donc de plaider pour le bien des employés, et bien certaines fois, peut-être, on verra un peu moins le bien de l'individu, mais va peut-être voir également son bien à lui, et quelque part, donc, va créer une sorte de tension constante entre les employés et les employeurs. Alors, ça, c'est donc pour notre rabbin Oziel, qui était donc, je vous rappelle, en Israël. On a un texte très intéressant qu'on ne va pas pouvoir lire entièrement maintenant, parce que c'est un texte donc, qui est assez long, c'est un texte du Rav Moshe Feinstein, qui était donc rabbin aux États-Unis, qui était considéré comme étant un des grands décisionnaires aux États-Unis et dans le monde orthodoxe au siècle dernier. Donc le Rav Moshe Feinstein, vous voyez, évolue aux États-Unis. Donc une situation où le droit de l'employé était déjà bien avancé, où le principe de liberté individuelle était extrêmement reconnu, et donc il se pose la question de savoir, dans un tel cas, eh bien, la grève est-elle légitime? Eh bien, il va nous dire, évidemment, on a déjà vu dans le Talmud, il nous ramène donc le Talmud qu'on avait vu dans le Baba Batra, le cas donc des Shochatim, eh bien, peuvent faire entre eux un tnaï, une condition, et évidemment, ou pas shoot, chetalouy, berubam, de la chaîne, il dit dès lors qu'on a donc un accord de principe entre les corps de métier, eh bien, c'est quelque chose qui est reconnu. Et donc, regardez, de la reine Elou à Unions, donc les unions, c'est-à-dire les syndicats, eh bien, n'ont pas uniquement un statut, je dirais, laïque, mais ont véritablement un statut halachique. D'accord? Tout syndicat va recevoir un statut halachique parce qu'ils vont représenter la majorité des employés, et c'est quelque part donc à la suite de ce qui avait été dit dans le Talmud, si les corps de métier donc font un accord entre eux, eh bien leur accord a une force de loi, et donc les unions, c'est-à-dire les syndicats, ont également une force de loi. Et lorsqu'il n'y a donc pas de rabbin, on va donc faire appel, c'est ce qu'il dit le rabbin Feinstein, on va faire appel au syndicat. Donc vous voyez que le syndicat lui-même, dans ce cas-là, eh bien, va avoir un statut important. Alors tout ça, vous voyez, donc le droit de grève est reconnu dans la halakha, il est reconnu. L'institution qui doit réguler la chose, c'est le rabbin. S'il n'y a pas de rabbin, donc les syndicats sont là et ont la capacité donc de gérer les conflits. Le Rav Moshe Feinstein ne parle pas du tout des craintes extrêmement réelles du Rav Uziel concernant donc les l'ego institutionnel des syndicats. En tout cas, il va nous dire tout cela, eh bien, c'est quelque chose qui est reconnu. Comme on l'a vu auparavant, une personne peut se mettre en grève, une personne peut avoir des revendications, mais c'est vrai uniquement dans tous les corps de métier, sauf 2 corps de métier. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir d'une façon extrêmement, je dirais, profonde et pointue dans tous les textes de l'halakha contemporain. Les corps de métier, qui sont des corps de métier essentiels à, je dirais, le maintien de la société, n'ont pas le droit de gréver. Et de qui parle-t-on? Eh bien, on parle des profs, des enseignants et des médecins. D'accord? Dans le monde de la halakha, alors ça, c'est que je vais commencer par les médecins. Les médecins ont la totale interdiction de rentrer en grève. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà, ils font un travail qui est essentiel pour maintenir la vie, mais de plus, le médecin a l'obligation, selon la halakha, de soigner gratuitement.
C'est très intéressant comme sujet dans la halakha, mais le médecin, eh bien, n'est pas censé recevoir un quelconque salaire pour soigner des personnes qui demandent son aide. Et la raison qui va être évoquée pour justement le payer, il faut bien qu'il soit rémunéré, ce monsieur ou cette dame, eh bien, c'est uniquement parce que il a besoin d'être entièrement dans son travail, ne pas être préoccupé par des besoins de salaire et donc d'aller chercher encore à droite à gauche pour finir, pour arrondir les fins de mois. Il doit être entièrement consacré à sa tâche, qui est une tâche, je dirais, dans ces textes-là, religieuse. D'accord, il est investi d'un pouvoir ou d'une mission plutôt, qui est une mission religieuse, et donc il n'a pas le droit d'aller contre cela. Et sachez que c'est très intéressant parce que cette histoire de médecin apparaît dans des textes importants du Ramban, de Nachmanides déjà, donc à l'époque médiévale, qui est dans un texte très important qui s'appelle Torah Adam, qui est très féru là-dessus, d'accord, nous disant que tout au plus, on peut demander au médecin de recevoir ce qu'on appelle un srar batala. Sachez que les applications de cette conception vont très loin parce qu'on parle du travail du médecin, mais également du travail des chercheurs. D'accord, imaginez les fameux dilemmes de bioéthique ou de morale de Heinz. Ce sont des dilemmes très connus dans le monde de la philosophie morale. Quelqu'un qui donc a besoin de prendre un médicament qui coûterait extrêmement cher ou de faire une opération qui coûterait extrêmement cher à l'autre coin du monde, mais il n'a pas assez d'argent. Comment ferait-il? Eh bien, au niveau halachique, il n'y a aucune justification à demander des sommes exorbitantes afin de donner le médicament, et la personne qui volerait le médicament, d'accord, n'enfreindrait pas la halakha, parce que c'est quelque chose qui lui revient. D'accord, dans un monde moderne, ça paraît absolument fou. On considère que le chercheur qui a passé 5-10 ans de sa vie dans des laboratoires à trouver la solution à un fléau a le droit d'être rémunéré bien plus que ce qu'on peut imaginer. Eh bien, dans le monde de la halakha, pas du tout. Ouais, donc l'idée que le médecin ne peut pas gréver, eh bien, rentre en fait dans une conception bien plus large sur le statut de la médecine et des recherches médicales qui donc doivent être donc données à tous. Donc ça, c'est pour les médecins. Pour les enfants, eh bien, on parle essentiellement donc des profs et des profs de Kodesh, des profs qui enseignent donc la Torah, qui eux, a priori, n'ont pas le droit de gréver. Mais voyons d'abord ce que nous dit ici le Rav Moshe Feinstein. Après, on passera à d'autres textes du Rav Melamed et du Rav Ovadia Yosef. Regardez ce qu'il dit. Vezeu Medina, ça c'est donc au niveau du din. Donc interdiction de gréver. Mais si on est en situation où vraiment ils ont un salaire misérable, d'accord, ils n'ont plus la possibilité d'enseigner parce qu'il est sans arrêt occupé à savoir comment je vais trouver un autre poste, comment je vais arrondir la fin de mois. Et à ce moment-là, eh bien, ils vont devoir évidemment partir trouver autre chose et ils vont enseigner moins bien. À ce moment-là, nous dit le Rav Moshe Feinstein, même pour les profs, Azula yeshmakom leatir meha de et la asot lachem et ferotoratecha. On pourrait peut-être à ce moment-là invoquer un autre principe halachique qui dit et la asot lachem et ferotoratecha. C'est le moment donc de faire quelque chose pour Dieu et donc les lois sont annulées. C'est un principe en soi, on pourrait en parler pendant une heure. C'est un principe en soi très important qui vient donc, je dirais, annuler certaines fois des lois de la Torah parce qu'on est en situation donc de cas de force majeure. Donc pour un prof qui lui est très mal payé, on pourrait dire que même s'il n'a pas le droit d'arrêter d'enseigner la Torah, parce que l'enseignement de la Torah, c'est également une mission sacrée avec le médecin, vous voyez, donc on est dans la médecine de l'âme et la médecine du corps, eh bien à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager, donc en vue de ce principe, qu'aider chez Eyoil, afin qu'ils puissent évidemment mieux leur enseigner. Et ensuite, donc, ils reviendraient. Mais, nous dit le Rav Moshe Feinstein, Aval tsarir alze yishuv da'at gadol, il faut pour cela une grande réflexion, et donc il faut poser la question au rabbin, et bien apprendre donc tous les détails du cas, mais d'une façon première, éviter évidemment d'arriver à ces questions donc de grève. Alors, ça c'est donc pour le cas, vous voyez, donc on a vu le principe premier qu'on a dans la halakha, d'une part donc la liberté de l'individu, d'autre part la parole engagée,
le statut de l'employeur et du syndicat. Vous voyez, donc on reste toujours en situation où il faut manœuvrer entre les deux. Le médecin ne peut pas gréver et le prof de Torah également ne peut pas gréver. Une question qui avait été posée, c'était le statut, vous allez voir pourquoi c'est intéressant, le statut des institutions, comme une école juive par exemple, où on a à la fois des enseignements de matière juive, mais des enseignements profanes, si on peut dire. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième question, que va-t-il se passer si on a une dame qui est prof de Kodesh? Parce que selon le texte de la halakha stricto sensu, pour beaucoup, on peut dire le contraire évidemment, mais eh bien, une femme n'a pas l'obligation d'apprendre toute la Torah et d'enseigner la Torah. Et donc, une prof d'âme pourrait-elle gréver? D'accord? Ça, c'est bien entendu, vous voyez, dans le cadre d'une conception qui était, je dirais, assez répandue il y a 20-30 ans. Et on considérait que les femmes n'avaient pas l'obligation d'étudier la Torah. Même aujourd'hui, si dans le monde plutôt moderne, orthodoxe, on considère que les femmes ont évidemment, non pas le droit, mais l'obligation également d'étudier la Torah, mais au niveau du texte quand même de loi premier, eh bien, elle n'a pas l'obligation d'étudier. Même si elle a l'obligation pour grandir en Torah, il n'y a pas de raison d'être quelqu'un d'érudite en médecine et en droit, mais ne pas avoir de grandes connaissances en Torah. En tout cas, au niveau du texte, elle n'a pas l'obligation. Certains veulent dire que Maïmonide, dans ses lois, vous voyez, oui, une obligation, mais ça, c'est un sujet encore une fois à part. Donc, donc c'est deux questions qu'il faut traiter. Donc, le Rav Melamed nous dit, on a vu dans notre étude, donc auparavant, que d'une façon générale, les sages et les rabbins, eh bien, ne sont pas très à l'aise avec l'outil de la grève. D'accord? Pour toutes les raisons que j'ai explicitées auparavant. Mais si on a un conflit, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va donc voir un rabbin, Borérou de Bebedin, c'est-à-dire on va au prud'homme rabbinique. D'accord? Si on a un problème, on ne sait pas vraiment comment gérer la crise, eh bien, plutôt que de prendre l'outil de la grève, eh bien, on va plutôt utiliser donc aller voir des spécialistes. Mais aujourd'hui, et là chez Kayom, Minhag Medina, chez Apoalim Shoftim aujourd'hui, de façon générale, eh bien, c'est un Minhag Medina. D'accord? Cette façon de faire que de gréver, eh bien, n'est plus uniquement une revendication individuelle, mais c'est quelque chose qui est reconnu par la loi. On a le droit de sortir en grève. D'accord? Et donc, dès lors que le droit de le Minhag Medina, d'accord, a été instauré, eh bien, ce Minhag Medina devient une sorte de halakha, et donc on a le droit à ce moment-là de rentrer en grève. Et là, chez les Gabé, Morim, Vérofim, Adin Shoné, comme on a dit, mais pour les profs et les médecins, le din est différent, puisqu'ils remplissent donc une obligation qui est une mission sacrée, c'est une mitzvah, et donc ils ont l'obligation, donc, comme on l'a dit, de continuer. Et donc, j'arrive à notre question concernant donc le statut donc, des profs. Alors, une seconde. Alors, et là, est-ce qu'une prof, une dame, a également l'obligation de gréver? Oui, ça, c'est une question extrêmement, je dirais, juive, hein, juive à l'Afrique, parce que dans le monde moderne, poser la question, on va nourrir au nez. D'accord? De faire une différence entre un homme et une femme sur ces questions-là, c'est absolument absurde. Si un homme a le droit de gréver, pourquoi une femme n'aurait pas le droit de gréver? Si un homme a le droit d'avoir des revendications salariales, pourquoi une femme ne les aurait pas? Ça paraît absolument fou. D'accord? Mais au vu donc de l'obligation d'étudier et d'enseigner la Torah, la question à l'Afrique est posée. Pourquoi? Comme on l'a dit, donc, parce que du fait que les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, elles ont le droit, elles, de gréver. Alors qu'un homme, lui, n'aura pas le droit de gréver. Donc une femme, en vérité, selon ce qu'il nous dit le Rav Melamed, eh bien, n'a pas l'obligation donc d'étudier plus que il faut savoir pour tenir donc une vie juive minimale et donc également avoir des connaissances en ce qui concerne Yesodot HaEmuna, c'est-à-dire les fondements de la Emuna. Mais donc tant qu'une fille, une jeune fille ou un garçon, si c'est une prof qui enseigne des garçons et des filles, mais tant qu'ils n'ont pas encore appris ces choses-là, eh bien, il faut leur enseigner. C'est la raison pour laquelle, eh bien, une femme également aura le droit de gréver, de rentrer en grève, et les filles qui se sentent investies de la volonté d'étudier beaucoup plus, eh bien, ça devient donc une mitzvah et on n'a pas le droit d'annuler. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que là, pour savoir si une grève est légitime ou pas, eh bien, il faut prendre en considération la matière enseignée et la personne qui l'enseigne. D'accord? Et donc, évidemment, pour le Rav Melamed, une femme, autant qu'un homme, qui enseigne la Torah, a bien évidemment l'interdiction de rentrer en grève.
D'accord ? Maintenant, une autre question qui était posée, c'est et alors ces écoles juives où on enseigne et la Torah et les matières profanes. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il y a évidemment des profs qui sont des profs de français, de philo, de maths, qui vont mener un combat commun. Alors, quel est le statut d'une personne qui va casser, d'accord, qui va casser une grève, c'est-à-dire vous êtes des matières de mathématiques, vous pouvez gréver parce que votre matière n'est pas une mission sacrée, mais moi, j'ai l'obligation d'enseigner la Torah, et donc je ne peux pas prendre part à votre combat, même si, j'en suis persuadé, il serait bien content d'avoir au bout du compte les conditions salariales de tous. Mais disons que la Torah m'interdit de rentrer en grève, donc quel serait donc ce statut-là ? Et là, le Rav Melamed a une réponse qui, pour moi, est très importante. Et elle dit, dans ces cas-là, et il nous dit dans ces cas-là, eh bien, les limud d'échol, lorsqu'il y a mélange de matières juives et matières non juives, eh bien, les matières profanes, eh bien, font partie de l'éducation religieuse de la personne. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des différences. On a une obligation de connaître ce monde. Il faut connaître les matières de ce monde, la physique, la biologie, la chimie. Et tout cela rentre dans une connaissance du monde que Dieu a créé. Comme le disait le Gaon de Vilna, je vous ramène une dernière phrase, Damar Agra, Gaon Rabbi Eliyahu, שכל מי שחסר לו חוכמה אחת מחוכמות חיצוניות, חסרים לו כנגד זה 100 ידות בתורה. Toute personne à qui il manque des connaissances dans le monde des sagesses donc, extérieures, donc les sagesses du monde, eh bien, en contrepartie, il va également lui manquer la même chose donc, dans le monde de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, même donc, pour les limud d'échol, pour des matières profanes, eh bien, à ce moment-là, puisqu'elles vont contribuer à faire grandir l'élève, eh bien, à sourd les vatlam bishvita, on n'a pas le droit de les arrêter avec une grève. Et donc, de cette façon-là, l'école sirsour, sarich les arech les boriroutes, et donc tout conflit devrait donc se retrouver devant les syndicats, donc devant le rabbin, si c'est un rabbin, ou alors devant un syndicat qui a donc, comme on l'a vu, un statut halachique. Et il rajoute une phrase, omnam chova la yetzayen. Je dois quand même rajouter, par obligation, que certains considèrent qu'il faut uniquement, qu'on n'a pas le droit uniquement donc de gréver uniquement en enseigne la Torah. Il fait allusion à une réponse du Rav Ovadia Yosef qui lui dira l'interdit de grève est uniquement pour ceux qui vont enseigner la Torah. Mais ceux qui enseignent dans une institution où on a Torah et matière profane, ou alors ils enseignent uniquement les matières profanes, alors ceux-là peuvent gréver, vous voyez. Donc il nous dit, je crois que c'est pas bon, d'accord ? Je ne suis pas d'accord avec cet avis-là. Comme il a expliqué donc auparavant, puisque tous les composantes donc, de l'enseignement religieux, même les matières profanes, eh bien, sont des matières qu'il faut prendre en considération. Et donc, c'est très intéressant de voir cette idée-là. J'aimerais, avec vous, pour finir cette étude, étudier quelques passages du responsable du Rav Uziel, qu'on a vu auparavant, et quelques passages du responsable du Rav Ovadia Yosef sur cette question. Parce que ce qui va évidemment être mis en place, eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe en temps de grève lorsque les profs de matière juive ou autres vont gréver. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est quoi la situation ? Vous voyez ? Et ça, c'est intéressant parce que ce n'est pas uniquement, je dirais, une vision socio-économique du problème, mais c'est également une vision morale du problème. Lorsque le prof, eh bien, je vais directement passer à la réponse du Rav Ovadia Yosef. Lorsque le prof, eh bien, arrête d'enseigner, eh bien, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va simplement voir que, regardez, c'est bien connu, après une telle grève, d'accord, si les profs arrêtent d'enseigner, lorsque les élèves vont revenir sur les bancs d'études, d'accord, on le voit après le corona, hein, les élèves ont un peu moins d'envie de se retrouver sur les bancs d'études après avoir raté 2 mois d'école. Eh bien, les enfants eux-mêmes, les enfants ont perdu, je dirais, le fil de l'étude. Ils ne vont pas pouvoir rentrer de nouveau dans l'étude si facilement. Ils ont été perturbés. Ils ont été déconnectés de la Torah un certain temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudra faire attention à ça. Donc, des considérations, je dirais, morales, comme il est dit dans la Torah, comme il est dit dans le Yerushalmi, Yom ta'azveni, Yom ha'em ma'azveka, si je t'abandonne un jour, tu vas m'abandonner 2 jours. Et c'est un manque qui ne pourra pas être comblé. Et donc là, on est vraiment dans les considérations
que va-t-il se passer si le prof arrête d'enseigner? Et très souvent, on voit que les grèves, ce ne sont pas des grèves pour un jour ou deux, d'accord, mais elles peuvent perdurer un certain temps. Qui va en voir la fin? Et une grève prolongée va nécessairement entraîner un déclin moral chez des milliers d'enfants juifs et essentiellement, et ça c'est bien le Rav Ovadia Yosef, en ces jours dans notre vie aujourd'hui où l'ambiance générale dans les rues est une ambiance infestée donc d'hérésie, et on va se retrouver donc avec des camaraderies qui ne vont pas nécessairement s'organiser autour de choses intéressantes. Et comment voulez-vous après être responsable de l'éducation des enfants? Quelque part, il dit, sachez que si vous rentrez en grève, messieurs et mesdames les profs de Kodesh, eh bien, ce n'est pas uniquement à vous qu'il faut penser, mais il faut également penser au statut moral, à l'évolution éducative de l'enfant qui, lui, va donc se retrouver donc en situation, je dirais, donc de déclin moral. Et il nous dit, c'est vrai que le Rav Moshe Feinstein a permis, et dans un tel cas, à considérer qu'on pouvait, donc, comme on l'a vu, améliorer donc, les conditions salariales des profs de Kodesh, prendre 1 ou 2 jours, mais il nous dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, et c'est la raison pour laquelle il faudra être extrêmement, je dirais, zahir, c'est-à-dire faire très attention à cette donnée-là. Voilà, donc vous voyez, pour avoir fait une petite enquête comme ça sur le droit de grève dans la halakha, eh bien, on voit bien, pour résumer, que donc, les corps de métier qui sont les médecins et les profs de Kodesh, mais certains également les profs de Chol, eh bien, n'ont pas le droit si facilement de gréver. Certains cas, eh bien, auront le droit, si c'est quelque chose qui est limité en temps, si c'est légitimé par une autorité halakhique ou par d'autres, par un syndicat qui est, je dirais, qui est, on va dire, au-delà des volontés d'égo institutionnel, et donc de créer des relations tendues entre les employés et les employeurs, et toujours en faisant attention qu'au fond, une personne eh bien, a le droit de se rétracter lorsqu'il a signé un contrat, évidemment dans les cadres du clause que le contrat permet, pour ne pas être en situation où on a l'impression de travailler comme un esclave. Voilà. Pour ma part, j'ai fini d'exposer les textes de Halakha, et si vous avez des questions, donc avec plaisir. Merci, merci Michael pour cette présentation. Alors, moi j'aurais une question qui est un peu périphérique, mais qui peut peut-être être comme une liée à un des aspects que tu as cité, à savoir le rôle du rabbin. Alors, il y a le rabbin, il y a le chacham. Il me semble que dans les temps anciens, le rabbin n'était pas un fonctionnaire de la communauté. Il pouvait avoir un autre métier, on le voit, et assurer son indépendance de ce fait. Aujourd'hui, on a de plus en plus de rabbins qui sont des fonctionnaires, donc ils ne sont pas totalement indépendants, et c'est un euphémisme. Je vais prendre plusieurs niveaux. Il y a le rabbin d'une communauté, donc qui doit sa parnassa à son président, à son conseil d'administration. Et puis il y a le cas du rabbin du consistoire, qui est en plus soumis à l'autorité d'un grand rabbin régional et qui a encore moins d'autonomie, parce que sur un certain nombre de sujets régaliens, il n'a rien à dire. Et puis il y a en Israël les rabbins de la rabbanoute. Donc on sent que tous ces rabbins qui sont soumis à l'autorité d'autres personnes n'ont peut-être pas la même indépendance d'esprit, indépendance de pensée et de décision que ne l'aurait un rabbin qui a sa propre parnassa, qui a sa propre institution et qui donc prend ses décisions en fonction de ses propres convictions. Donc, est-ce qu'on doit consulter un rabbin, quel que soit le statut professionnel, ou est-ce qu'il y a des différences parce que les obligations qu'il a vis-à-vis de tiers, voire les pressions auxquelles il est soumis, peuvent rendre ses décisions, disons, un peu plus partiales? Écoute, excellente question. Je crois que dans le monde de la halakha, on parle d'un rabbin, de façon générale, comme tu l'as dit, parce qu'on suppose qu'il a des compétences. S'il est rabbin, c'est qu'il a des compétences requises pour pouvoir traiter ces questions-là. Un rabbin qui est fonctionnaire, évidemment, va être souvent soumis à des pressions, même si c'est du non-dit, mais il va être soumis à certaines pressions. Et donc, il pourra après
justement être partie prenante d'un conflit. Et quelque part, s'il est également rabbin communautaire, n'a pas toujours envie justement de se retrouver dans ces situations de conflit où il va devoir choisir l'un et l'autre. Je rappelle que dans le monde des kibbutzim religieux, par exemple, eh bien, rares étaient les rabbins qui étaient membres du kibbutz, parce qu'en tant que membre du kibbutz, le rabbin devait également prendre des décisions à l'assemblée des membres qui allaient certaines fois contre certains membres. Et Eli Kahn, lui, était justement dans cette rare situation où il était également membre du kibbutz, mais les rabbins généralement des kibbutzim justement refusaient d'être des médiateurs. Alors, au niveau de la halakha, n'importe quel rabbin qui est compétent peut être accepté comme médiateur, je dirais, socio-économique dans ces conflits-là. Moi, j'aurais tendance à croire aujourd'hui qu'un rabbin qui est, on va dire, pour utiliser le langage traditionnel, qui est rabbin avec une smicha yoré, c'est-à-dire c'est généralement les premières parties du Shulchan Aruch, Orach Chaim et Yoreh Deah, eh bien, n'a pas les compétences pour s'en occuper, puisque ça apparaît dans le Choshen Mishpat, donc il faut être dayan. Donc, il faut être dayan. Les dayanim, généralement, n'ont pas de charge communautaire. En tout cas, c'est justement ce qu'on leur demande comme un juge. On va donner un bon salaire à un juge pour justement qu'il n'ait pas besoin de recevoir de l'argent de part et d'autre pour ne pas être dans le monde du shochad, la corruption. Donc, le dayan également. Le dayan, donc c'est celui qui a les compétences pour traiter de ces questions-là, qui soit affilié à une association ou alors une institution comme le Grand Rabbinat ou pas, c'est pas important. Le Rav Ben Ahmed, par exemple, dit qu'il aurait été souhaitable que le Grand Rabbinat soit celui qui justement prenne ces questions en main, mais en vérité, on voit qu'il y a pas mal de batédines, des boréroutes, d'accord, des tribunaux, donc une sorte de prud'hommes comme ça, qui vont prendre ces questions en main. Moi, je crois qu'il est fondamental que justement, si quelqu'un a une place communautaire, qu'il ait un rapport avec les différents fidèles, qui ne rentre pas dans ces questions, qui ne s'occupe pas de ces questions, ça va uniquement donc, je dirais, le mettre en porte-à-faux par rapport à d'autres fidèles. Donc la question du dayan, c'est une question importante. La question de l'institution est également importante. Il peut être également indépendant. On a en Israël différents batédines, comme je l'ai dit. J'ai même entendu qu'en France, il y avait un bédine qui avait été ouvert sous les auspices du Rav Sitruk à l'époque, du rabbin Sitruk, un bédine et mamonot qui avait été mis en place. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ce n'est pas institutionnel, ce n'est pas consistorial en tout cas. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour ceux qui sont intéressés à aller voir un dayan ou un bédine plutôt que d'aller au prud'homme, bon, c'est peut-être une bonne chose, pourquoi pas, dès lors que tout le monde est intéressé à s'y soumettre. Voilà, je crois que c'est plus ou moins donc, les conditions requises. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Marc? Oui, sur le fait qu'un dayan, la différence entre un dayan et un rabbin, tout à fait, je ne l'ai pas exprimé, mais moi-même, j'ai eu récemment à répondre à une question, savoir comment on fait pour ouvrir. Et ce n'était pas dans ma choule, ce n'était pas dans ma synagogue, c'était du côté de Deauville. Et j'ai répondu à la personne qui m'avait posé la question qu'il fallait s'ouvrir un dayan parce que le dayan serait responsable de sa décision dans 10 ans, il l'aurait écrit, alors qu'un rabbin pourrait dire « je n'ai jamais voulu dire ça, vous m'avez mal compris ». Parce qu'il n'a pas forcément la pérennité de sa décision n'est pas du même ordre. Oui, maintenant j'aimerais rajouter un élément, c'est qu'on a dayan et dayan. Le dayan doit nécessairement, à mes yeux, connaître évidemment la halakha parfaitement, mais doit également connaître le système juridique au sein duquel il travaille. Il ne peut pas se prononcer sur un sujet de halakha, sur une question de Choshen Mishpat, sans avoir connaissance du système des lois du travail, par exemple, dans la société dans laquelle il travaille. En Israël, lorsque quelqu'un est nommé dayan, il a également comme charge, au niveau même je dirais du test, du mifran, de l'examen qu'il va passer, de rédiger, d'accord, un texte de jurisprudence, comme on dit en français un psakdin, je n'ai pas le terme, si vous l'avez. Donc, il doit rédiger vraiment un texte de jurisprudence qui va être rédigé dans la même rhétorique que celle qu'un juge va utiliser, justement pour être capable de comprendre les tenants et les aboutissants et d'argumenter et pas uniquement nous dire oui, mais la halakha dit A ou B. On s'en fiche que la halakha dise A ou B si ce n'est pas quelque chose de sensé. Il faut être capable d'argumenter et de dire pourquoi est-ce que le statut de la halakha à ce niveau-là a quelque chose qui peut être pris en considération. Maintenant, certains vont se suffire de la parole du dayan pour justement dire c'est la Torah, c'est comme ça et c'est pas autrement, même si on ne comprend pas.
Or, il faut bien savoir que dans ces lois de Rochel Mishpat, on n'est pas dans un monde mystique. Hein. Dans le monde de l'halakha, ce n'est pas de la mystique. C'est un monde d'argumentation, un monde où on peut justement tout, je dirais, quasiment raisonner et expliquer. Et puis, la personne qui va chez le Dayan devra comprendre pourquoi il est à même d'accepter cette décision ou pas. Je n'ai pas en tête, hein, en Israël, même aujourd'hui, des personnes, même des syndicats qui vont être côte à côte avec les Dayanim pour rendre légitime une grève de profs ou pas. Les profs qui sont intéressés vont aller voir certains rabbins pour dire est-ce que j'ai le droit ou pas de rentrer en grève, est-ce que j'ai le droit de casser la grève. Les rabbins, généralement, comme on l'a vu, vont leur dire vous devez être solidaires de vos camarades, même si, au niveau, comme on l'a dit, de l'enseignement de la Torah, ça pose un problème. Eh bien, vous n'avez qu'à, si vous êtes tellement scrupuleux de la Torah, réunir les enfants en dehors de l'école et puis leur enseigner la Torah, donc dans le cadre de votre synagogue ou dans le cadre ou chez vous, si vous voulez. Voyez, donc en vérité, il faut bien aussi séparer cette rhétorique de dire que si on n'enseigne pas la Torah, si le prof commence à gréver, il n'y aura plus de Torah. Non, on peut aussi organiser des groupes parallèles, alternatifs d'études de la Torah. Et je dois dire que c'est également un langage extrêmement haredi. C'est une histoire de croire que si tel prof arrête d'enseigner la Torah, eh bien la Torah va disparaître du monde. D'accord ? On entend ça également certaines fois dans d'autres sujets, que si certains arrêtent d'étudier la Torah, eh bien c'est fini, le monde va perdre la Torah. Non, si deux personnes n'enseignent pas la Torah, bon, ben ça va, quoi. Autre part, on enseignera. Aujourd'hui, les parents également, c'est un argument très important qui est ramené aussi par le Rav Alevi. Les parents, c'est eux qui sont soumis à l'obligation d'enseigner la Torah à leurs enfants et ils ne vont que, je dirais, relier cette obligation au prof. Mais si le prof n'enseigne pas, ben c'est aux parents d'enseigner. On va trouver quelqu'un d'autre qui va enseigner. Merci. Je veux prendre la parole. Liliane Vanin. Bonjour Liliane. Oui, d'abord, merci beaucoup, Michael, déjà du choix du sujet et de ta présentation magnifique, comme d'habitude. Je commencerai peut-être par la fin, par la question de Marc. Je pense que Marc l'aurait posé différemment si toi, Michael, avais utilisé les termes appropriés pour désigner les rabbins. Et ça commence par ta traduction d'Adam Chashouv qui ne correspond pas au texte. Excuse-moi, je te le dis avec toute l'amitié et l'admiration que j'ai pour toi. Adam Chashouv, dans le texte que tu as présenté toi-même, Zot Omeret Manhig Veshofet Keila. Donc ce n'est pas un rabbin. Tu as traduit Adam Chashouv par rabbin. Première erreur de communication, je dirais, parce que la manière d'utiliser le terme rabbin aujourd'hui nous conduit systématiquement à des erreurs. On s'imagine que n'importe quel rabbin peut prendre n'importe quelle décision parce qu'il y a une barbe et des tzitzit. Non, il y a, tu l'as dit plus tard, mais un peu rapidement, s'il a l'ordination yoré. C'est ça qu'il faut dire. Il faut dire, il ne s'agit pas de rabbin de communauté, il ne s'agit pas de rabbin du tout. Ça peut être chauffette et manique keila, simplement une autorité, une personne qui a les compétences. Donc, il faut faire attention, à mon humble avis, au choix des termes et il ne faut pas désigner tout le monde par le terme de rabbin parce qu'un rabbin de communauté n'est pas un dayan et encore moins comparaison, vraiment c'est le ciel et la terre. Et donc, il y a un problème de vocabulaire et permets-moi d'attirer ton attention là-dessus. Soit dit entre parenthèses, il y a Isha Chashouva aussi, une femme importante, qui n'est pas seulement masculin. Ça, c'est pour la question de Marc, qui est très importante parce que nous avons tendance à aller consulter le rabbin de la communauté et rares sont les rabbins de communauté qui ont le courage de dire « je ne sais pas » ou « je ne peux pas répondre ». Allez voir un tel spécialiste. Donc, c'est à nous qui transmettons le savoir de la Torah d'expliquer qu'il y a une différence entre un rabbin de communauté qui est un pasteur, qui fait un travail très important, de celui du dayan ou de la personne compétente dans la matière qui nous intéresse et qui peut nous donner des réponses. Maintenant, je voudrais, ça c'est
dans le prolongement de la question de Marc. Moi, je voudrais poser une question différente. Pourquoi, à ton avis, personne n'évoque que le Rav Oziel que tu as cité, je suis ravie que tu le cites parce que c'est un très grand posek. Soit dit entre parenthèses, c'est grâce à lui que les femmes ont le droit de vote d'un point de vue de la halakha. Que le Rav Oziel ne le dise pas, ce serait anachronique, mais que quelqu'un qui est vraiment formidable comme le Rav Eliezer Melamed se contente de reprendre les sources que tu as citées, qui sont très importantes sans aucun doute, mais que personne n'ait recours au concept halachique de Dina Malchut Dina. Parce que si on se réfère au concept halachique de Dina de Malchut Dina, on n'a presque plus besoin du reste. Alors, comment tu expliques ça? Alors, tout d'abord, Liliane, j'accepte ta remarque, hein, ta première remarque concernant Adam Khashoggi. C'est vrai qu'on parle d'un Dayan, on ne parle pas de quelqu'un qui est nommé uniquement sur la base de la Pastora. Alors, pour la question pourquoi on ne fait pas appel à Dina Malchut Dina, écoute, j'ai l'impression que si on fait appel à ce principe, eh bien, trop rapidement, on risque de mettre en fait une grande partie de Choshen Mishpat dans la poubelle de l'histoire. C'est-à-dire que, non, mais c'est-à-dire que tous ces sujets-là, j'ai l'impression que on a un principe qui est là. Alors, on l'a vu, le Adam Khashoggi, et le Dina de Malchut Dina, en fait, vient simplement nous dire, écoutez, c'est comme ça que ça se passe ici. Vous devez accepter les règles du lieu. Et donc, vos textes halachiques, eh bien, n'ont pas à être considérés dans la communauté nationale. Et ça créerait quelque part, si on acceptait Dina Malchut Dina, peut-être une scission entre ceux qui veulent pourtant s'appliquer à garder Choshen Mishpat, même à l'état, je dirais, d'un microcosme, et entre ceux qui vont accepter Dina Malchut Dina. Je ne sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, on avait eu également cette question de problème de Dina Malchut Dina lorsqu'il y avait, par exemple, le fameux Mishpat HaMelech du RAN, tu vois, qui disait vous allez vous occuper du Mishpat HaMelech, vous allez prendre des Arkaot Shel Goïm parce que c'est eux qui vont pouvoir gérer la société et pas le Choshen Mishpat. Et je crois qu'il y a peut-être réticence de la part des poskim de vouloir un peu partout, tu vois, prendre ce Dina Malchut Dina lorsqu'il y a une possibilité, même infime, même minime, de conserver la possibilité donc de faire appel à Adam Khashoggi ou de rester dans le cadre du Choshen Mishpat. C'est ce que j'ai l'impression. Et la question est là. La question est là, tu as raison. On ne voit pas dans les textes de halakha contemporain l'argument de Dina Malchuta ramené pour ce cas-là et encore pour d'autres. Un texte, par contre, que je recommande vivement, que je n'ai pas eu le temps de ramener et d'analyser, c'est un texte d'un rabbin israélien qui, pour moi, est très, très à la pointe à la fois de la halakha et des questions de société, c'est le Rav Yuval Sherlo. Ouais. Le Rav Yuval Sherlo, c'est vraiment un rabbin qui, lui, quand il prend un sujet de la halakha, eh bien, il prend également toutes les nouveautés au niveau du droit, au niveau éthique, et il va vraiment relire la halakha en essayant de l'adapter aux conditions actuelles qui existent sur le terrain. Il fait ce travail en Israël, évidemment, et il a écrit un texte très intéressant sur justement la possibilité d'un employé de faire usage de la grève afin de faire une pression sur l'employeur. D'accord ? C'est plus ou moins notre sujet, et il va rajouter là-bas pas mal de bémols justement au texte halakhique qu'on a vu en disant ces textes-là n'ont pas été énoncés dans un cadre qui est le cadre actuel où on a des syndicats qui travaillent très bien, des contrats avec telle et telle clause. Et vous voyez, il est bien plus sur le terrain et fait justement, c'est un possèque le gars, hein, c'est pas oui, je sais très bien, oui. Voilà. Et donc lui, et ça ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que possèque, il ne se limite pas, je dirais, à l'analyse théorique du cas, mais il rentre véritablement dans les détails des cas afin de voir comment ça peut être applicable ou pas. Ma question était générale. Une phrase, Marc, s'il te plaît. Ma question était générale, c'était comment toi tu vois, comment tu analyses toi ce phénomène qui est relativement général, qu'on ne fasse pas allusion à Dina de Malchuta Dina. Et je ne dis pas qu'il faut ne pas
utiliser le Choshen Mishpat. Et je dis que peut-être, comment se fait-il qu'à la fin de l'argumentation, les poskim ne disent pas, mais de nos jours, il y a aussi il y a un État, il y a Dina. C'est la référence à l'État d'Israël aussi, et Dina de Malchuta Dina. C'est ça, en fait, ma question. Alors, regarde, sur le sujet particulier de la grève. Alors, je vais te dire, moi, quand je pense à Dina de Malchuta Dina, j'ai en tête l'argumentation dont j'avais parlé également la dernière fois, qui est que on va accepter les lois de l'État parce que sinon, on a un risque de se faire mettre dehors. Mais dans le livre qui est le livre de référence sur le sujet, c'est le livre de Yitzhak Shilat, donc un livre vraiment qui s'appelle Dina de Malchuta, qui analyse toute cette question donc, de la littérature talmudique, post-talmudique, halachique des différentes époques. Il ramène là-bas justement d'autres argumentations pour fonder le Dina de Malchuta Dina. Mais en tout cas, si l'argumentation qui veut qu'on va accepter la loi du pays de peur justement d'être mis dehors, d'être vraiment, on va dire, mis dehors, oui, eh bien c'est la base de ce principe, eh bien il faudrait dire que peut-être qu'aujourd'hui, lorsque les Juifs sont des citoyens à part entière et qu'il paraît absolument impossible de se faire jeter dehors d'un pays parce que on n'est pas soumis, on n'accepte pas la loi, tout au plus on sera peut-être, je dirais, recadré, on sera pénalisé, mais la base de l'argument même n'existe plus. C'est peut-être pour ça, mais encore une fois, il faudrait voir les arguments que Yitzhak Shilat ramène dans son livre des différentes périodes, mais c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi une réticence à appliquer si facilement ce principe dans un monde où les Juifs ont les droits de citoyens comme tout le monde. Merci. Merci, merci. Est-ce que vous acceptez de répondre à une question? Vous avez parlé d'un rabbin avec une smicha et du dayan. Vous pouvez expliquer les gradations? Alors, d'une façon, on va dire, première, on a dans le monde de la halakha deux niveaux rabbiniques, si je peux m'exprimer ainsi. On a la smicha qui est dénommée Yoré Yoré, et cette smicha-là, pour l'avoir, donc, c'est le rabbinique, il faut être interrogé sur des éléments qui apparaissent dans les deux premières parties du Shulchan Aruch, qui sont Orach Chaim et Yoré Dea, c'est-à-dire les lois du quotidien, les fêtes, les prières, les lois de deuil, les lois de Issur Ve'eter, donc tout ce qui concerne les permissions et interdictions au niveau de la nourriture, les lois donc de Nida, comme je l'ai dit, les lois de la conversion, du Kivudorim, enfin, donc les deux premières parties du Shulchan Aruch. Ça, c'est donc le rabbin qui peut se prononcer sur ces sujets-là. Sachez uniquement qu'afin de répondre à des questions à halakha et donc faire valoir cette smicha de Yoré Yoré, c'est uniquement lorsqu'il y a évidemment des questions nouvelles. Lorsque les choses ont déjà été écrites dans des textes précédents de responsables, il ne faut pas être rabbin pour y répondre. Dès lors que quelque chose a été écrite, et c'est écrit noir sur blanc, ou a été traité par d'autres rabbins, de donner la réponse, ce n'est pas du tout une qualification rabbinique qu'il faut, uniquement il faut une qualification d'un peu d'érudition. Donc le rabbin Yoré Yoré, c'est celui qui pourra prendre des décisions de psika sur des questions nouvelles concernant ces cas de Yoré Yoré, comme je l'ai dit, Orach Chaim et Yoré Dea. Le deuxième niveau rabbinique, c'est ce qu'on appelle Yadin Yadin, qui est donc le niveau de Dayan, qui lui donc va se spécialiser dans les deux autres parties du Shulchan Aruch, qui sont Even HaEzer et Choshen Mishpat. Tout ce qui concerne le statut donc, personnel et également donc, le rapport également aux femmes et Choshen Mishpat, donc tout ce qui concerne la question des dégâts, des dommages, les lois des ouvriers, des Nezakim et les lois des Dayanim. Et ça, pour ça, il faut être Dayan. Et donc, pour le cas qui nous occupe aujourd'hui, donc Ilchot Po'alim, les lois des travailleurs, ça apparaît, comme je l'ai dit, dans le Choshen Mishpat. Pour se prononcer sur une question de ce style, d'accord, il faut être Dayan, sauf si, encore une fois, la question a déjà été traitée, elle est claire, le même cas a déjà été traité, et il faut uniquement à ce moment-là ouvrir le livre pour le dire, et c'est pour ça, c'est pas la peine d'être Dayan. Le Dayan, c'est celui qui va devoir innover en matière grâce à son statut de Yadin Yadin. Merci beaucoup, c'est clair. Merci Gilbert. Eh bien, on va mettre fin à cette discussion fort intéressante. Encore une fois, merci Michael pour tout ce que tu apportes et pour l'ouverture d'esprit dont tu fais preuve et la modestie avec laquelle tu réponds à toutes ces questions. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, même heure et sur le même Zoom. Alors, on dirait peut-être un autre lien, mais sur notre Zoom communautaire dans 15 jours. Bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci et au revoir.